Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a limogé 2 de ses ministres via un décret. Aucun motif n'a été évoqué, mais des sources concordantes assurent qu'il paierait pour des affaires de malversation. Près de 2000 personnes ont de nouveau manifesté ce mercredi soir à Al-Hoceima, ville du nord du Maroc. Ils exigent la libération de Nasser Zelzafi, leader de la contestation populaire qui secoue la région. Enfin, au Togo, le comportement de la population vis-à-vis de la justice a fait l'objet d'un sondage dont les résultats viennent d'être publiés. Les détails à suivre avec Ferdinand Gadi, notre correspondant sur place. Le président tchadien Idriss Déby Itno met fin aux fonctions de 2 de ses ministres, selon un décret lu ce mardi soir à la radio nationale. Il s'agit du ministre de l'Aménagement du territoire Hamid Mahmat Dahalob et de celui des Mines et de la Géologie David Oudengar. Selon une source officielle, les 2 ministres seraient épinglés dans des malversations par l'inspection générale de l'État. Il faut dire qu'en un peu plus de 5 mois, ce sont les 3e et 4e ministres qui sont limogés par le chef d'État et ce, après l'éviction fin janvier, là aussi par décret, du ministre des Finances et celle fin décembre du ministre des Mines. Pour rappel, en raison de la chute des prix du pétrole, le Tchad, présidé par Idriss Déby Itno depuis 1990, traverse une grave crise économique et sociale. Les affrontements violents entre les groupes armés et leurs conséquences sur la population civile ont poussé des dizaines de personnes à descendre dans la rue dans la capitale centrafricaine. Pour les manifestants, trop, c'est trop. La marche pacifique organisée ce jour traduit l'exaspération de la population. Nous sommes combattus, nous sommes maltraités avec ce que le groupe armé vient de le faire et on soutient nos sœurs, nos mamans qui sont dans les arrière-pays. Ils sont dans la brousse. La Centrafrique n'a pas d'armée. Théoriquement, la protection des populations civiles est assurée par la MINUSCA. Or, il y a un peu moins de 2 semaines, 6 soldats de la paix sont morts dans une embuscade tendue par des individus non identifiés près de Bangassou. Les affrontements dans cette région de l'est du pays, frontalière de la RDC et du Soudan, avaient fait environ une centaine de victimes. Nous nous sommes mobilisés pour dire non aux tueries, aux assassinats atroces contre la population civile. Nous sommes mobilisés pour dire que nous voulons vraiment que la Cour pénale spéciale puisse démarrer ses activités. Nous sollicitons également la venue du procureur de la Cour pénale spéciale, de la Cour pénale internationale, afin de traquer ces criminels, afin de traquer ces gens, tous les jours qui tuent la population. Le nombre des enfants orphelins augmente de jour au jour. Et également dans nos régions, c'est-à-dire nous avons une perte d'identité. Ce n'est pas tout à fait normal. La marche pacifique n'amènera certainement pas la paix en Centrafrique. Elle a au moins le mérite d'interpeller le gouvernement et la MINUSCA sur leurs responsabilités respectives dans le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le Cameroun doit libérer 3 jeunes incarcérés à la prison centrale de Yaoundé, selon cette responsable des droits de l'homme. Pour nous, le gouvernement prendre les étudiants parce qu'ils ont fait des SMS, les mettre en prison, c'est d'abord un aveu de lâcheté et de faiblesse. C'est incompréhensible. Il s'agit de Fumoso Aivo, 27 ans, Assa Lewis et Afou Neve, le 21 ans, qui avaient écopé d'une condamnation de 10 ans de prison ferme infligée par le tribunal militaire pour avoir fait partager sur leur téléphone un message de plaisanterie sur Boko Haram. Ils avaient été jugés sur la base des articles 74, 97, 107 et 116 du Code pénal pour complicité d'insurrection et non-dénonciation. C'est dans la petite localité de Koto-Hop, à Pendamboku,
à 65 km de la ville de Douala au Cameroun, que nous avons rencontré les familles d'Asa Lewis et Ayou Neve-Lenfort, 2 des 3 familles des condamnés. Désolation et espoir pour ces 2 familles qui attendent désespérément le 15 juin 2017, date prévue pour le procès en appel pour une éventuelle remise de peine ou libération. Ouais, à moi, je laisse tout à Dieu parce que c'est rien que Dieu. Là où il est, c'est rien que Dieu qui peut la lever là-bas. La situation de mon fils me rend malade depuis qu'il a été jugé et condamné à 10 ans de prison. Je ne me porte pas bien. De plus, après avoir eu la nouvelle, son père a eu une crise cardiaque et en est mort. Mon souhait est de voir mon enfant être libéré pour continuer ses études. Fan n'a commis aucun acte criminel. Pour mémoire, le Cameroun est doté d'une loi antiterrorisme depuis le 23 décembre 2014 qui condamne sévèrement tous ceux qui font l'apologie du terrorisme. Près de 2000 personnes ont de nouveau manifesté ce mercredi soir à Al-Hoceima, ville du nord du Maroc, pour exiger la libération de Nasser Zefzafi, leader de la contestation populaire qui secoue la région depuis 7 mois. Pour la 6e nuit consécutive, les protestataires ont battu le pavé dans le quartier de Sidi Abed au cri de « Nous sommes tous Nasser Zefzafi ». Les forces anti-émeutes s'étaient positionnées ce soir en retrait du quartier, investi par les manifestants après la rupture nocturne du jeûne du Ramadan. Comme la veille, beaucoup brandissaient des portraits photocopiés de leurs icônes, des drapeaux multicolores berbères ou encore une banderole barrée d'un « Arrêtez-nous, nous sommes tous des activistes ». En ce qui concerne la femme du Rif, elle souffre comme l'homme du Rif de l'exclusion, de la marginalisation et de l'injustice. Et c'est pour ça que le Irak continue avec la femme et l'homme. Ça ne veut pas dire que la femme sera le leader aujourd'hui. C'est le Rif qui est le leader. Le flambeau du Irak populaire est entre les mains de tous les Rifaines et les Rifains. Le Rif entier croit à la liberté, à l'humanité et à la justice sociale. Si vous emprisonnez nos leaders, nous résisterons jusqu'au succès de nos demandes, qui sont des droits dans les pays démocratiques. Leader de la contestation populaire qui secoue depuis octobre la région du Rif, Nasser Zefzafi a été interpellé lundi matin par la police pour atteinte à la sécurité intérieure. Depuis la diffusion vendredi de mandat d'arrêt le visant, Al-Hoceima, une ville de 56 000 habitants, est en effervescence, même si l'activité reste calme en journée. Le rassemblement s'est dispersé peu avant minuit, sans incident. Plus de 60% des populations togolaises n'ont pas la confiance en la justice de leur pays. C'est du moins ce qui ressort des résultats de la 6e enquête Afrobaromètre rendue publique à Lomé le 18 mai dernier. L'enquête a été réalisée par l'organisme de sondage africain plus connu sous son nom en anglais Center of Research and Opinion Polls, CROP. Son directeur national revient ici sur quelques pistes du sondage. Parmi les difficultés perçues, on a les citoyens qui pensent que l'accès à la justice coûte cher. Ils pensent qu'ils ne seront pas traités de manière équitable par les juges et ils pensent également que les juges arrangent les riches au détriment des pauvres. Mais quand on va un peu plus loin, que ceux qui ont eu contact avec la justice, que la première difficulté qu'ils évoquent, à 48%, disent que c'est les délais qui constituent leur principal problème. Les résultats de cette enquête formulée en cette question dans le domaine judiciaire peuvent aider les autorités togolaises dans leurs efforts de réformes engagées dans cette maison. La suite que nous donnons à nos résultats, c'est déjà, après les avoir partagés avec le public et vous, les journalistes, et un certain nombre d'auteurs de la justice, on renvoie tous ces résultats-là au ministère en charge, aux différents tribunaux, aux cours d'appel. On va renvoyer ça à leur président et également à la présidente de la République. Ils sont au total 36 pays africains à faire l'objet de cette enquête Afrobaromètre du CROP de 2014 à 2015, dont les résultats viennent d'être publiés. De l'eau, de l'électricité et des sanitaires, voilà les réclamations des habitants d'Ennerdale, un township près de Johannesburg.
Plus de 20 ans après la fin de l'apartheid, leur frustration face à leurs misérables conditions de vie s'est transformée en violente colère. Céline Brown est née il y a 21 ans dans cette maison. Entassée avec sa famille, cette jeune maman se sent abandonnée par les autorités. Si le gouvernement ne fait rien pour nous sortir de cette situation, ça ne va faire qu'empirer. Avant, les manifestations se déroulaient dans le calme, mais aujourd'hui, c'est de pire en pire et l'État ne fait rien pour nous sortir de là. Voilà les toilettes où les gens jettent leurs excréments. Je suis fatiguée. J'habite ici, là où on jette la merde. Je ne peux pas cuisiner décemment. Je ne peux pas vivre décemment dans cette merde. En 1994, l'Afrique du Sud élisait Nelson Mandela, le premier président noir du pays, avec la promesse d'une vie meilleure pour tous. Mais depuis, aucune maison n'a été construite à Ennerdale, et en Afrique du Sud, 13% de la population vit toujours dans des logements informels. Les manifestations violentes sont devenues courantes, et les activistes ne voient pas d'autre moyen de se faire entendre du gouvernement. Les violences de la semaine dernière étaient dues au manque de services de base. Aucune maison n'a été construite à Ennerdale en 28-30 ans. Nous sommes allés dans la rue pour attirer l'attention du gouvernement, pour qu'il nous construise des maisons durables. D'après l'ONG Oxfam, 3 millionnaires sud-africains possèdent autant de richesses que la moitié de la population la plus pauvre du pays. Entre ces inégalités criantes et les scandales sur la corruption au gouvernement, plusieurs économistes alertent sur les risques d'implosion sociale. L'Afrique du Sud est assise sur une bombe à retardement. Il y a une accumulation de problèmes, trop de choses qui ne marchent pas et qui font monter la grogne populaire. Ça finira par exploser. Le gouvernement de l'ANC affirme quant à lui que des progrès importants ont été réalisés depuis les promesses de Mandela et demande aux communautés défavorisées d'être patientes. Mais les résidents d'Ennerdale se sentent à bout et prêts à retourner dans la rue tant que ce sera nécessaire. La journée de la démocratie célébrée chaque année le 29 mai au Nigeria est une journée qui va grandement contribuer à apaiser la déception des défenseurs de la démocratie et celle des familles de ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour la démocratie qui règne actuellement dans ce pays. Le président intérimaire Yemi Osinbajo a appelé tous les Nigérians à être prêts à faire le sacrifice pour la grandeur de la chère patrie, le Nigeria. Le professeur Yemi Osinbajo, président par intérim du Nigeria, a prié pour le rétablissement rapide du président Muhammadu Buhari et son retour en toute sécurité de Londres où il subit actuellement un traitement médical. Le président intérimaire du Nigeria a rappelé que la nation a besoin de ceux qui peuvent faire les sacrifices pour la rendre vivable et lui donner toutes les chances d'émerger. Et faites les sacrifices nécessaires pour rendre votre nation géniale, que vous soyez un leader ou un adepte, a déclaré le président par intérim. La dite cérémonie s'est déroulée sous la présence effective des hautes personnalités politico-administratives, dont le juge en chef du Nigeria Walter Onnoghen, le président de la Chambre des représentants Yakubu Dogara. Ce fut l'occasion également pour les têtes couronnées, chefs de culte et organisations confessionnelles de prononcer des prières à l'endroit du président Buhari qui se trouve en ce moment dans la capitale britannique pour raisons médicales. D'après un sondage, les Nigérians sont fatigués et espèrent avoir mieux. Cependant, le clergé nigérien a prophétisé que le Nigeria serait parmi les 10 puissances mondiales au cours des 10 prochaines années.